Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une d'actualité de ce mardi soir, au Gabon, les législatives dont de nouveau reportées. Les élections législatives donc prévues 29 juillet prochain, après un premier report, ont été de nouveau repoussées au plus tard à avril 2018. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, deux pays frappés par des attaques djihadistes, veulent lutter ensemble contre le terrorisme. Les présidents dont Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara l'ont annoncé ce mardi à Ouagadougou lors du 6e traité de l'amitié et de la coopération entre les deux pays. Également dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, dont c'est le corps de 8 soldats maliens portés disparus lors d'une attaque djihadiste présumée dans le nord-est du pays. Le 9 juillet dernier, dont ont été retrouvés tués par balle. Et dans le cadre de notre réflexion radiophonique, nous recevons ce soir le docteur Abelard Aboubakr Machimango, qui revient donc d'une mission humanitaire. Docteur, bonsoir. Bonsoir Noël. Et bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment expliquer votre présence aujourd'hui en RCA? Parce que tout simplement, j'ai multiples identités. Et du coup, comme je suis citoyen du monde, rien de profondément humain qui touche à l'humain, qui ne me touche pas. Donc les conflits en RCA, c'est des conflits aussi qui me concernent dans ma conviction et dans ma chair. Et non loin de là, quand on se retrouve dans la zone des Grands Lacs, voilà, il y a le Congo RDC qui aujourd'hui continue de croupir en fait sous des massacres, et la mission onusienne et casque bleu, elle a été prolongée récemment par une autre décision de l'ONU. Comment expliquer cela, à votre avis? Oui, moi je pense que la gestion de la guerre du Congo, il faut le situer dans sa contexte approprié. Et je tiens à rappeler aussi que l'État congolais indépendant ne fut dès le départ qu'un État en décomposition. Vous vous rappelez que tout de suite après son indépendance, il a eu la sécession du Katanga, la sécession des Kasaï, la rébellion mouléliste en 1964 et la tentative de rébellion de Jean Sikram avec le mercenaire Jean Sikram dans le Kivu. Il y a eu aussi, depuis 1996, cette rébellion venue du Rwanda et de l'Ouganda et du Burundi pour envahir la RDC. J'entends ce que vous dites, mais là, il y a une mission qui a été prolongée. Ça me paradoxal parce que, entre-temps, les massacres se poursuivent, mais l'ONU a décidé de garder ses casques sur le terrain. Une mission qui est dite des missions de la paix. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais la question, moi, je la poserai autrement. Est-ce qu'il faut-il supprimer l'ONU? Parce que ces casques bleus ont été envoyés par l'ONU. Or, si ces casques bleus ne sont pas efficaces sur le terrain... Supprimer l'ONU, vous dites? Oui, je pose la question, faut-il supprimer l'ONU? Parce que dans toutes les opérations de maintien de la paix, rares sont les opérations qui ont été efficaces. Ça se saurait. Mais la question, est-ce que l'ONU ne mérite pas d'être là? Est-ce que les casques bleus ne méritent pas d'intervenir? On se demandait qu'est-ce qui serait ce pays sans les casques bleus. Voilà la question. Cette question appelle pas mal d'autres questions, mais je suis d'accord avec toi que la MONUSCO, comme la MINUSCA en RCA, je ne peux pas des maires, comme la MINUAR au Rwanda, sont des soldats qui ont toujours été inefficaces. Bien, merci. Donc, on vous retrouve dans quelques instants. Mes auditeurs, donc, c'est avec le docteur Abelard Aboubakr Machimango, qui est aussi écrivain, que nous allons réfléchir ce soir sur cette difficile question. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Bien, nous allons faire un petit tour sur le continent via les ondes et on vous retrouve dans quelques instants. Nous allons d'abord donc en Angola, c'est l'Angola qui refuse les observateurs de l'Union européenne pour ces élections. Nous ne nous attendons pas à ce que quiconque nous impose sa façon d'observer des élections et nous donne des leçons, a déclaré dans le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Chikoti, cité dans un journal angolais. Le chef de la diplomatie angolaise indique que l'invitation adressée à l'Union européenne reste ouverte tout en précisant que Luanda se refuse à tout accord spécifique avec chacune des organisations qui voudront envoyer des observateurs. Les Angolais doivent se rendre aux urnes pour les élections générales qui vont marquer la fin du règne de 38 ans du chef de l'État, José Eduardo dos Santos. En début d'année, son parti avait désigné l'actuel ministre de la Défense, José Lourenço, pour lui succéder en cas de victoire. Selon la commission électorale, au moins 3000 observateurs internationaux ont été invités pour les élections. Cette nouvelle, donc, je me tourne vers notre invité. Dites-nous un peu, docteur, c'est pas courant d'entendre un État africain qui refuse la venue sur son territoire de la mission d'observation de l'Union africaine. C'est pas courant. Ce n'est pas courant, oui. Et je vous l'affirme, la question, à quoi ça sert les observateurs en fait? Comme, à mon sens, comme l'on l'a dit, ce sont des observateurs qui vont observer et après faire une espèce de compte rendu de ce qu'ils ont vu. Bon, mais n'empêche que généralement, ces observateurs semblent souvent influencer le cours d'une élection. Je dis bien. Oui, là, c'est ce que je me pose la question. Est-ce que ça ne devrait pas être la règle générale de refuser cette mascarade d'observation? Pourquoi il faut mascarade d'observation? Parce que tout simplement, comme le dit la politique, continue d'être régie par les intérêts égoïstes des individus et des États. Et ça, c'est Gaston Boutoul qui l'avait dit. Mais ce qui est important, je pense, ce n'est pas même ces observations, mais c'est la conscience de la dignité commune des êtres humains. C'est de leur humanité fondamentale et progressivement qui peut changer la chose. Tant qu'on n'a pas la conscience de la dignité humaine, on ne peut pas changer la chose. Ce n'est pas les observateurs, les gens ce qu'on appelle en diplomatie, qui veulent jouer les bons rôles, allumer le feu pour venir l'éteindre, créer une situation de crise pour venir... Vous parlez des pompiers pyromanes, c'est ça? En quelque sorte, comme le dirait le chanteur Diken Jafakoli. À vous entendre, en fait, ces observateurs sont ceux-là qui sèment le trouble, c'est ça? De toute façon, c'est ce que je viens de dire. En d'autres mots, je dis que ces observateurs, ils vont en Angola parce qu'ils ont intérêt à y aller. Mais est-ce que ce sont les observations qui importent ou créer des conditions, aider les pays africains à être des conditions d'organiser les élections eux-mêmes sans qu'il n'y ait pas de tricherie? Je pense que le travail doit se faire avant même les élections pour qu'il y ait un état de droit, pour que les gens soient conscients que les élections un homme, une voix, et que c'est par rapport au programme et non par rapport à l'ethnie ou à l'identité quelconque. On peut aussi dire en fait que la présence peut être nécessaire en ce sens que généralement sur le continent, on a l'impression que ceux qui sont généralement en poste au pouvoir font tout pour être réélus. Bon, les observateurs ne les ont jamais empêchés d'être réélus. La preuve, c'est que c'est ce que j'ai dit, ils font des rapports, bien évidemment, et ces rapports, ça sert à quoi? Les gens sont toujours réélus dans la fraude, et dans la tricherie, et les gens dans les irrégularités qu'ils soulignent. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais ils donnent le pays comme la Tanzanie. Ils n'ont pas besoin des observateurs parce que les élections se passent dans les bonnes conditions. Au Bénin, on n'a pas besoin des observateurs parce que les élections se passent dans les bonnes conditions. Au Ghana, c'est pareil. Si ils envoient des élections dans ces pays-là, dans d'autres pays, ça sert à quoi? Il fallait créer les conditions pour que tous les pays africains soient comme le Ghana, soit comme le Bénin, soit comme la Tanzanie, etc. Donc, il y a des modèles africains qu'il faut suivre. Et je pense aussi que pourquoi on n'envoie pas des observateurs en France, en Portugal, en Espagne, etc. Voilà. Mais la question se pose, mais j'ai envie de dire, tout au moins quand même, quand il y a des irrégularités, il les relève. Il les relève. Et la suite? La suite, on sait que généralement, c'est pas évident, que voilà, les dictateurs sont réélus. En tout cas, merci pour votre contribution.
Nous repartons sur le continent dont on est sur la côte ouest africaine où le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, deux pays frappés par des attaques djihadistes, veulent lutter ensemble contre le terrorisme. Les présidents donc Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara l'ont annoncé dans ce mardi à Ouagadougou lors du 6e traité de l'amitié et de la coopération entre les deux pays. Nous devons faire face ensemble à la question de l'immigration illégale, du terrorisme, de la criminalité transnationale ainsi qu'au défi du réchauffement climatique, a déclaré le président ivoirien à l'ouverture du sommet. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pour sa part souligné qu'il était important et urgent d'œuvrer à dissiper le climat d'insécurité qui fait peser de graves menaces sur les efforts de développement de ces deux pays. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont été frappés en 2016 par des attaques djihadistes qui avaient fait 30 morts le 15 janvier à Ouagadougou et 19 morts le 30 mars à Grand Bassam, c'est en Côte d'Ivoire. Les corps de 8 soldats maliens portés disparus lors d'une attaque djihadiste présumée dans le nord-est du pays le 9 juillet dernier ont été retrouvés tués par balle. 8 militaires portés disparus donc après des affrontements avec des terroristes près de Ménaka ont été retrouvés lundi tués par balle, et a déclaré un responsable de l'armée malienne. Selon une source civile locale, les corps ont été retrouvés dans la localité d'Inka-Dogotane à 60 km de Ménaka. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour vous qui vous joignez à nous à cet instant, nous recevons ce soir le docteur Aboubakr Machi Mango, qui revient d'une mission humanitaire donc en République centrafricaine. Il est là ce soir pour nous éclairer sur les questions que nous nous posons. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie de ce magazine, nous réfléchirons sur la présence prolongée de la MONUSCO et soldats casque bleu onusiens, malgré les massacres qui se poursuivent dans l'est du Congo. RDC, bien entendu. Dites-nous, docteur Aboubakr Mango, à quoi ça sert de quitter son cadre, un confort qu'on a ici en France, et aller rester dans une zone qui est en conflit? Dans quel local à RCA? Oui, je dirais, je l'ai déjà mentionné, parce qu'il faut avoir des convictions d'abord. Et puis, je ne pense pas que le confort, il est personnel, mais je vais citer mon collègue professeur des universités à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, M. Daniel Derivois, et qui est aussi président du conseil scientifique du CIRCA, Centre international d'études de recherche sur les conflits armés, et qui parle de la clinique de mondialité. Et cette clinique, c'est-à-dire c'est poser le vivre ensemble avec soi et le vivre ensemble avec les autres. Voilà, c'est cette question-là, on s'est posé cette question-là, on s'est dit, est-ce que je suis moi sans les autres? Et qui serait moi? Est-ce qu'il ne faut-il pas sortir dans cette binarité qui dit moi et eux, et considérer qu'on est tous citoyens du monde et qu'on a plusieurs identités, et que dans cette portion du monde qui est l'Afrique, où les gens se font tuer, où les gens ont des besoins, sont affectés par les conflits armés, aussi nécessitent notre soutien et notre confort, parce que aussi c'est des humains comme nous aussi, nous en avons besoin et nous en bénéficions par d'autres personnes. Votre propos allait être très intéressant, mais les humanitaires aussi sont fortement soupçonnés de faits d'espionnage. Est-ce votre cas? L'espionnage, non. Je ne pense pas, je ne peux pas... Voire même du renseignement au profit des États qui les envoient. Je ne valide pas cette thèse de renseignement ou de l'espionnage. Par contre, moi je peux dire que l'humanitaire aussi, c'est comme, on pourrait dire, politique par d'autres moyens. Parce que c'est la politique en fait. Expliquez-nous comment. Comment? Parce que de manière pratique, on vous voit en train de travailler matériellement. Mais vous parlez de la politique. Comment cela se décline? Ce n'est pas la politique partisane ou la politique politicienne. Nous, on est sur l'œuvre, on est là dans le social, on est dans l'humanitaire, on apporte notre contribution. On fait la politique. Et la politique, c'est la vie de la cité. Et en tant que membre de la cité, nous, on considère que la cité, ce n'est pas le petit quartier où on habite, mais c'est la cité globale, la cité mondiale. Donc, dans cette cité mondiale, en tant que citoyen du monde, on est obligé de porter, en tant que citoyen, sa contribution. J'entends. Vous me direz que j'insiste un tout petit peu, mais voyez-vous, ça a l'air quand même difficile à comprendre, à intégrer. Parce que la RCA, ces jours-ci, ça a l'air un peu calme. Mais quand vous y êtes allé, on se souvient quand même que c'était sous des bombes et sous des milices qui étaient entre plusieurs feux. Ça peut dire que vous arrivez en République centrafricaine. C'est là qu'on s'interroge quand même. Bon, je peux rectifier, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore calme, parce que 12 préfectures de 16 sont encore sous les feux des groupes armés. Donc,
même quand je suis parti, c'est ça qui a fait que je parte. Si c'était calme en RCA, je ne serais pas parti. Parce qu'au moins, je partirais au Ghana, par exemple. On dirait que vous êtes suicidaire alors. On peut le penser aussi. Pas du tout. Je vous ai dit, ma motivation, c'est que je pense que ces êtres humains, je suis citoyen du monde et j'ai l'obligation aussi d'apporter mon concours et mon savoir et mon savoir-faire et ma façon de faire auprès de ces populations-là et de partager. C'est la solidarité, ça s'appelle la solidarité internationale. Et dites-nous un peu, quand vous partez, quand vous quittez votre famille, vous n'avez pas un pincement au cœur? Je ne pense pas que j'ai quitté la famille, mais je suis encore davantage avec la famille. En étant en RCA sous les armes? Exactement, c'est la définition de la famille qui se diffère. La définition de la famille qui se diffère. Moi, c'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que ma famille, comme je vous ai dit, je suis citoyen du monde. J'aime ça comme quelqu'un qui a multiples identités. Je suis l'enfant de ma mère, bien évidemment, né quelque part. Et c'est quelque part, c'est un banlieue du monde. Et comme c'est un banlieue du monde, et je me trouve, il y a un autre quelque part où les enfants sont en train de mourir et qui méritent aussi, qui ont besoin de mon intervention en tant que citoyen de banlieue du monde. Et voilà. Et ça aussi, ça fait ma famille. Donc, la famille est née pas au sens strict du terme de dire père, mère, enfant, mais nous sommes une famille élargie parce que nous sommes, comme on l'a dit, comment on vit ensemble avec moi-même, donc avec ma famille restreinte, mais avec les autres. Dans ces cas-là, j'ai banni toutes les frontières. Ça a l'air très passionnant ce que vous dites et que pour nous autres, on essaie de comprendre dans le sens que quand vous laissez quitter femmes et enfants pour aller soutenir, pour aller aider les populations centrafricaines sous ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est noble et c'est fort louable ce que vous faites et merci d'ailleurs pour ces populations parce que elles ont sûrement besoin de gens comme vous et nous on s'interroge toujours et comme je vous disais tantôt effectivement qu'entre journalistes on s'interroge en disant que ces humanitaires qui vont sur les champs de guerre généralement font aussi du renseignement, peut-être c'est pas votre cas. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous ne jetterons pas. Vous ne faites pas l'avocat des autres. Oui, parce que je ne travaille pas seul. Je suis sur le champ de l'humanitaire avec d'autres humanitaires et je sais comment tous on met ensemble notre expérience, notre savoir-faire pour ce qui nous intéresse sur le terrain, c'est les bénéficiaires, c'est les personnes affectées par les conflits, les enfants, les femmes, les handicapés, les personnes âgées, les agriculteurs, les femmes enceintes. Il y a toutes ces personnes-là qui ont besoin de tout le monde pour qu'ils puissent retrouver cette dignité humaine qui a été bafouée par les conflits armés. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas le seul, et donc je refuse cette idée de dire que les humanitaires sont des agents de renseignement ou des espions. En tout cas, c'est un soupçon, c'est un préjugé qui pèse sur ces humanitaires. Merci. Je vous en prie. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous repartons sur le continent via les ondes et c'est au Niger où le journaliste Baba Alpha écope de 2 ans de prison. Donc, il est accusé par les autorités d'avoir usurpé la nationalité nigérienne, a annoncé son avocat, Maître Boubacar Mossi. Baba Alpha et son père, âgé de 70 ans, ont été condamnés à 2 ans de prison et à 10 ans de privation de tout droit civique et politique, a annoncé l'avocat à la presse. Les 2 prévenus sont également interdits de tout emploi public et leurs actes d'état civil jugés faux seront confisqués et détruits. Nous allons au Gabon où les législatives sont de nouveau reportées. Les élections législatives prévues avant le 29 juillet prochain, après un premier report, ont été de nouveau repoussées au plus tard à avril 2018. Les élections dont des députés de l'Assemblée nationale doivent être organisées au plus tard au moins au mois d'avril 2018, dit l'article 3 d'une décision de la Cour constitutionnelle prise le 11 juillet dernier. Selon le document, donc, la cause est à chercher dans l'impossibilité de concilier le temps nécessaire dont les autorités compétentes doivent disposer pour faire aboutir le processus des réformes électorales décidées par le dialogue politique.
Nous allons au Nigeria où 8 morts dans un attentat à Maiduguri. 8 personnes ont été tuées hier lundi dans un attentat suicide commis par une femme dans une mosquée de Maiduguri, la capitale du nord-est du Nigeria. Une femme kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée à 4h30 du matin, juste après la prière du matin, a déclaré l'agence France Presse Ahmed Satomi, le responsable de l'agence locale de gestion des urgences. Elle a tué 8 personnes et en a blessé 15 autres. La mosquée était surveillée par des miliciens de la force conjointe pendant les prières, a-t-il ajouté. Selon lui, la femme était poursuivie par des habitants du quartier qui la suspectaient de vouloir commettre un attentat. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, c'est donc dans le strict respect des lois de la République française que nous allons réfléchir ce soir sur la présence des casques bleus de l'ONU, la MONUSCO, qui se trouve aujourd'hui en République démocratique du Congo. Paradoxalement, cette force de maintien de la paix est bien présente sur le terrain et des meurtres, des assassinats sont toujours perpétrés, surtout dans la zone de l'Est du Congo. On s'interroge, quel intérêt y a-t-il à prolonger la présence sur le terrain congolais de ces forces, de ces militaires? Pour en débattre ce soir, nous avons le privilège d'avoir ce soir parmi nous le docteur Aboubakr Abela Mashimango. Il est universitaire, il est donc... c'est un personnage pluriel, multiple. Que dire de lui? Il est enseignant-chercheur à l'université de Bangui, Head of Mission à Triangle Génération Humanitaire et président à Centre international d'études et de recherche sur les conflits armés. Auparavant, donc, il était international, donc Go Safety Organization et Croix-Rouge française. Voilà. Il a écrit plusieurs livres, parmi lesquels, qu'est-ce qu'on peut citer ce soir? On parlera donc de du transnationalisme éthique, État et conflits armés. Lequel encore? Violence et conflits en Afrique, des grands lacs, polémologie et géosystémisme. C'est toujours lui. Je m'arrête là. Docteur Abelard. Je vous écoute. Dites-nous, à votre avis, quel intérêt a-t-on aujourd'hui à garder ces forces, ces casques bleus sur le territoire congolais, alors que depuis des années, les massacres se poursuivent dans cette zone-là, et dans un silence assourdissant de ce qu'on appelle la communauté internationale? Je vais commencer par citer, parce que je suis polémologue, bien évidemment, par citer Gaston Boutoul, le fondateur de l'Institut de polémologie français de Strasbourg, et qui a dit, si vous voulez la paix, il faut comprendre la guerre. Donc, pour comprendre l'inefficacité, bien évidemment, il y a l'inefficacité de la MONUC, qui est devenue MONUSCO depuis 2010, et dont le rôle est la stabilisation de la RDC. Mais malgré, comme vous le dites, cette présence, le combat continue dans l'est du pays. Et maintenant, les questions qui se posent par tout le monde, c'est une question légitime. Quand on dit combat, c'est des massacres quand même, c'est les populations civiles. Hein. Oui, et les massacres ont commencé même avant la MONUC et avant la MONUSCO. Ce n'est pas la MONUSCO qui a amené les massacres. C'est pour cette raison, je dis, la question dont vous posez aujourd'hui, elle est légitime. Donc, partout, je l'ai dit dans mon introduction, on se pose la question de l'efficacité des opérations de maintien de la paix, que ce soit en RDC ou ailleurs. Maintenant, mais cette question ne doit pas être répondue sans que on se pose la question de savoir quelles sont les réalités sociales, économiques, politiques du pays qui ont conduit à ces conflits-là.
à cette crise. Donc, est-ce que le processus de paix a tenu compte de ces vraies causes de la guerre? Parce qu'on doit d'abord comprendre les causes de la guerre. Et c'est pour cette raison, je pense que les missions des Nations Unies, les opérations de maintien de la paix, pêchent par la méconnaissance ou pas par méconnaissance ou par la complexité des guerres qu'on connaît en Afrique. Parce que ce sont des opérations qui ont été conçues dans les cas de guerres classiques, où il y avait fonds et frontières, où il y avait des adversaires bien identifiés. Maintenant, on est dans une situation de guerres nouvelles. Les guerres nouvelles, c'est-à-dire les guerres de 4e génération. Vous comprenez? Ces guerres-là, c'est la guerre où il y a une multitude d'acteurs qui s'échangent, qui se créent, qui se recréent, qui meurent, qui se ressuscitent, dont on ne connaît plus qui est combattant, qui n'est pas combattant. Il y a des combattants réguliers, des combattants irréguliers qui deviennent réguliers, des combattants irréguliers qui deviennent réguliers. Il y a toute cette complexité et qui fait que, à partir de cette complexité, on peut parvenir à analyser le pourquoi de l'échec, de l'inefficacité des missions de maintien de la paix, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Docteur Abela Mashimango, ce soir, en fait, en vous invitant, il y a certains de vos livres dont on a parlé sur cette même radio, à la même émission. Par exemple, le transnationalisme, éthique et état des conflits armés, approche sociopolitique. Voilà. J'ai envie de dire, vous avez travaillé sur ces questions-là. Ce soir, faites-nous comprendre. Comment est-ce possible que ces conflits-là se perpétuent, en fait, ils s'éternisent à la fin? C'est parce que d'abord, c'est des guerres sans idéologie. C'est des guerres, je dis, c'est des guerres qui deviennent de moins en moins guerres, qui ne deviennent plus des guerres. Parce que la guerre, dans la conception de la guerre commence par une déclaration et finit par le traité. Mais ces guerres-là, ne commencent pas, ce ne sont plus des guerres. Parfois, on les appelle des conflits armés, parfois, on les appelle des rébellions, parfois, on les appelle... Mais c'est ce que j'ai appelé... Elles sont quoi donc? Expliquez-nous. C'est ce que Mary Kaldor parle de guerres de 4e génération, c'est-à-dire des nouvelles guerres. Des nouvelles guerres qui n'ont pas de front et de frontières. Les guerres qui impliquent tout le monde. Les guerres partisanes parfois. Donc, il y a toute une imbrication de facteurs et des acteurs qui fait que la situation devient très, 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 très complexe. Maintenant, l'efficacité des opérations de maintien de la paix, si je peux revenir à la question, dépend non seulement du mandat, non seulement des moyens humains, matériels et financiers, mais encore, il faut le souligner, du contexte sociopolitique dans le pays, interne et international, ainsi que des causes, je souligne les causes de la conflictualité. J'entends ce que vous dites. Ce que vous dites, je le dirai à mes mots, hein, c'est assez savant, disons-le, mais de manière concrète, de manière pragmatique, on n'arrive pas à saisir cela. Une guerre est une guerre. On peut s'imaginer que ces zones-là où il y a des conflits aujourd'hui, où il y a des massacres, il faut le dire comme cela, parce que généralement, grâce aux réseaux sociaux, on peut voir des images de personnes civiles qui sont massacrées. On imagine que parce que la zone est très riche, le sous-sol est très riche dans ces zones-là, on s'interroge sur ce que fait donc ces casques bleus sur place. Bon, d'abord, je dois préciser que l'ONU n'a pas d'armée. L'armée appartient aux États. Et les États, c'est les États qui constituent l'ONU. Ça, c'est le premier point de départ. Donc, ces armées-là, il y a deux problèmes dans les opérations de maintien de la paix parce qu'il y a la coordination onusienne de l'opération sur le terrain. Et il y a la coordination aussi des commandements militaires des pays d'origine des casques bleus. Et ça retarde, ça fait un parallélisme dans l'unité de commandement. Parce qu'un officier qui est responsable d'un contingent, est-ce qu'il obéit le commandement de chargé des opérations militaires de la MONUSCO ou il va obéir son pays d'origine? C'est ça la question qui se pose. D'abord, c'est une question, je dirais, opérationnelle sur le terrain. D'autres questions, ces gens qui vont là, ils n'ont pas un patriotisme. C'est des gens qui viennent de notre pays, qui vont là parce qu'ils sont fonctionnaires de notre pays. Je pense que je m'explique bien. Et ces gens-là ne peuvent pas défendre le pays comme si c'était leur partie nourricière. Et ça fait que il y a une efficacité sur le plan opérationnel et sur le plan de l'engagement moral du combattant. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Retour sur 11.5 de Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Nous recevons donc ce soir le docteur Abelard Aboubakr Machimango. Il est enseignant-chercheur dans l'université de Lyon. Il est auteur de plusieurs livres, parmi lesquels La dimension sacrificielle de la guerre, essai sur la martyrologie politique, les conflits armés africains dans le système international, transnationalisme éthique et État dans la Corne de l'Afrique de 61 en 2006. Il est également auteur de Violences et conflits en Afrique des Grands Lacs, polémologie et géosystémisme. Dr Abelard Aboubakr Machimango, mais ça va, c'était notre invitation. Et donc, ce soir, nous insistons pour que vous puissiez nous éclairer sur le fait que l'ONU a de nouveau prolongé la présence des casques bleus de l'ONU, la MONUSCO, sur le territoire de la République démocratique du Congo. Paradoxalement, les massacres se poursuivent dans l'est du Congo depuis plus de 10 ans, dans un silence de ce qu'on appelle la communauté internationale. Et vous qui avez travaillé, ou qui travaillez encore dans les conflits dans cette zone-là, vous nous disiez tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui, la guerre ou les conflits ont changé de forme. On parle de conflits armés. Mais seulement, nous avons du mal à comprendre. C'est ça que je me permets d'insister en disant comment pérenniser la présence d'une force militaire qui s'avère inefficace. La MONUSCO, la MONUC, et puis depuis 2010, la MONUSCO, bien évidemment, elle s'avère inefficace, tout simplement parce qu'il y a complexité des facteurs et des acteurs des conflits de la crise en République démocratique du Congo. Excusez-moi de vous couper. Dites-nous un peu, est-ce que vous comprenez sa présence, comprenez-vous le fait qu'aujourd'hui, que l'ONU ait de nouveau prolongé sa présence sur le terrain? Exactement, je le comprends et je le soutiens. Je le soutiens tout simplement parce que la situation est telle qu'aujourd'hui, les forces gouvernementales ne contrôlent pas tous les territoires nationaux congolais. En d'autres termes, en fait, pour vous, le gouvernement central de Kinshasa n'a pas le contrôle sur tout son territoire, c'est ça? Exact. Ce n'est pas un secret pour personne parce qu'il y a des groupes armés pilotés à partir par ce qu'on peut appeler dirigés à partir des remote control depuis Kigali et qui sèment la désolation à l'est de la République démocratique du Congo, et c'est depuis 1996. Et ce groupe-là, il faut comprendre, comme je l'avais dit, il y a des docteur, soit de vous couper quand ça a l'air, quand c'est pas très clair, je vous coupe. Vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, ces groupes armés-là sont contrôlés depuis Kigali, c'est ça? Depuis le Rwanda? Oui. Par Paul Kagame, c'est ça? Il y avait d'abord AFDL, il y avait AFDL, CNDP, Docteur Machimango, vous êtes en train de dire que Kigali, l'homme fort de Kigali, c'est Paul Kagame? Oui. En gros, pour vous, c'est lui qui tire les ficelles? Dans l'Est, oui, pour la déstabilisation de la région de l'Est, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a tous les rapports mapping, les chercheurs, les grands chercheurs, les journalistes, tous sont unanimes sur la question. Poursuivez. Ce n'est pas une invention. Moi, je n'invente rien. Je dis ce qui a été révélé depuis des années et des années. Et depuis même le renversement, l'avancée de la FEDEL, la rébellion qui a renversé le régime de Mobutu, était constituée. Et la preuve est que l'actuel ministre de la Défense, l'actuel ministre de la Défense du Rwanda, a été à un moment donné de l'histoire récente, le chef d'état-major de la République démocratique du Congo. Donc, c'est révélateur en soi de dire que le Rwanda tire les ficelles sur le reste de la RDC. Et comme je dis, il y a des intérêts. Je vais y revenir. Mais c'est ce que tu voulais que j'y aille, sur les intérêts géopolitiques et géostratégiques. C'est le but de notre rencontre ce soir, pour que vous puissiez nous le dire, parce que vous travaillez dessus en plus. Oui. Allez-y. Exactement. C'est ce que, si vous me laissez développer, je peux y arriver. Tout simplement, il y a un adage qui dit, quand tu vois un chien au-dessus de l'arbre, ne vous demandez pas pourquoi le chien il est là, mais cherche à savoir qui l'a mis sur cet arbre-là, sur la branche. Donc, si Kagame aujourd'hui se permet de s'aimer la désolation au grand géant RDC avec les richesses qu'il y a, sache que derrière, il y a quelqu'un qui le soutient, qui le pousse à le faire. Et c'est ça la question maintenant, et c'est là où, quand j'ai dit en d'autres termes, il y a des intérêts égoïstes et des intérêts des États qui sont derrière cette conflictualité, je vais y arriver. Donc, il faut attendre en disant aussi que l'ONU n'a pas de forces armées et que les seuls groupes qui constituent la MONUSCO, ce sont des contingents, c'est-à-dire les membres des groupes de forces armées des États. Et chaque État qui est en République démocratique du Congo a des intérêts dans ce pays-là. Et ce sont des intérêts-là. Et maintenant, qui finance ces MONUSCO?
et qui donne des orientations, quel est le mandat de la MONUSCO, etc., etc. Est-ce que ces États-là, ou ces groupes, ces forces, ces casques bleus qui sont en RDC, comprennent d'abord les causes de la guerre? Ils le savent au moins. Voilà autant de questions dont je me pose, sur lesquelles constitue le débat de comprendre l'échec. Docteur, excusez-moi de vous couper, mais les militaires sont là pour exécuter. Bon. Les militaires, les casques bleus de l'ONU sont là pour exécuter. Mais il y a contradiction dans le commandement opérationnel, je viens de l'évoquer. Il y a le commandement de l'ONU, le chef des opérations de l'ONU qui est là, le chef de la MONUSCO, les commandants, mais il y a aussi ces groupes, ces militaires qui constituent le contingent, obéissent, appartiennent à des États. Ils obéissent à leur état-major. Et si l'état-major, pour des intérêts X, Y de leur État, leur dit « ne faites pas ça », ils ne vont pas intervenir. Ce sont des intérêts qui comptent dans cette région. Et puis l'ONU, c'est quoi? En lui-même, l'ONU, c'est le syndicat des chefs d'État. Et comme c'est le syndicat des chefs d'État, l'ONU, et qu'est-ce que vous voulez que ça vienne entre les chefs d'État par rapport à chacun ses intérêts? C'est là où ils font des compromis. Mais la question maintenant, il se pose, est-ce que faut-il supprimer? Là, je reviens, faut-il supprimer l'ONU? Et qui c'est qui impliquerait que faut-il enlever la MONUSCO RDC? C'est une question, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais quelles seraient les populations sans MONUSCO, mais malgré son efficacité? Mais ces questions, c'est un débat perpétuel auquel aujourd'hui je ne peux pas apporter une réponse figée, mais par contre on peut réfléchir ensemble de voir où est-ce qu'on a péché et qu'est-ce qui peut se faire pour que les opérations de maintien de la paix, d'où certains avancent la réforme et aussi de renforcer le mandat de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO et ses forces armées, ses contingents réagissent, les casques bleus réagissent selon le mandat qui leur est offert. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, pour vous qui vous joignez à nous, à ce moment, nous recevons ce soir le docteur Abelard Aboubakr Machimango. Il est donc enseignant chercheur à l'Université de Lyon, auteur de plusieurs livres, parmi lesquels Violences et conflits en Afrique des Grands Lacs, polémologie et géosystémisme. Les conflits armés africains dans le système international, transnationalisme, donc éthique et État dans l'accord de l'Afrique de 1961 à 2006. Il est aussi auteur de la dimension sacrificielle de la guerre, essai sur la martyrologie politique. Le temps que nous imparti arrive inexorablement à son terme. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. C'est vrai que j'ai insisté, et je me permets d'insister, puisque c'est la raison de votre invitation de ce soir. Vous êtes actuellement humanitaire en RCA. Vous faites un tour en France où se trouve la famille et heureusement que vous êtes là. Et donc nous profitons de votre présence pour essayer de nous faire comprendre en fait quel intérêt, à qui profite réellement, pour poser la question autrement, à qui profite la présence des casques bleus de l'ONU en République démocratique du Congo, étant donné que les massacres se perpétuent dans cette zone. Dans un silence, on va le dire comme ça, assourdissant de ce qu'on appelle la communauté internationale. Docteur Abelard Aboubakr Machimango, dans les 10 dernières minutes qui nous restent, quelles peuvent être les pistes pour sortir en fait de ce conflit qui s'éternise? Je pense que je l'ai évoqué, la première piste, c'est d'abord d'analyser les causes de ces conflits. Et après, ces causes, quand ils seront analysés, ils vont être disséqués et commencer, comme on fait en mathématiques, et commencer à trouver la solution à chaque équation, à chaque inconnu. Je vous prends au mot. Donc, parce que c'est une équation à plusieurs inconnus. Alors, vous avez écrit des livres. Vous avez encore un livre qui va paraître bientôt. C'est tout à votre honneur. Vous qui travaillez depuis des années, mais quelles peuvent être les pistes quand même? Vous dites qu'il faut analyser, mais quand vous réfléchissez, quand vous travaillez dessus, est-ce que c'est une impasse? Oui, non, ce n'est pas une impasse, parce qu'il suffit, moi je vous ai donné une des pistes, ce n'est pas la seule. Il faut d'abord que, parce que le mandat, il a le peacekeeping et il y a le peacebuilding, c'est-à-dire le retour à la paix et le renforcement de l'état de droit, le renforcement de l'État. Donc, il faut retrouver la paix et renforcer la paix. Bien, quand on parle de retour à la paix, de manière pratique et concrète, comment peut-on revenir à la paix dans ces zones-là? Parce qu'on a l'impression que les pauvres Congolais sont victimes de leur richesse, du sous-sol de leur pays. Comment peut-on revenir à la paix? Mettre hors d'état de nuire de certains acteurs clés de la conflit.
Lesquels? Et les acteurs clés du conflit de la sont-ils? RCA, il y a parmi eux le Rwanda, l'Ouganda. Donc vous êtes aussi, vous corroborez la thèse du complot Museveni. Non, ce n'est pas un complot. Ce n'est pas un complot. Le Rwanda a intérêt à être en RDC. Museveni a intérêt à être en RDC. Et ce sont des faits. Il ne faut pas, quand on parle des faits, il ne faut pas utiliser je dirais, la théorie Godwin pour dire que c'est le complot. Ce n'est pas un complot. C'est bien évident. Je vous ai donné l'exemple d'un ministre de défense d'un pays qui a été un chef d'état-major de notre pays. Alors, ça pose des questions. Donc, il faut mettre hors d'état de nuire Kagame, Museveni et d'autres qui nuisent la stabilité à l'est de la RCA et qui soutiennent ces rébellions. Excusez-moi de vous interrompre une fois de plus, mais quand vous les mettez hors d'état de nuire, ils sont chacun dans leur pays respectif. Ils ne sont pas au Rwanda, ils ne sont pas, autant pour moi, ils ne sont pas au Congo démocratique, parce que là, on a besoin de paix. Si, leurs troupes sont en RDC. Ce n'est pas qu'ils soutiennent seulement les rébellions, mais ils envoient des troupes en RDC. Vous allez dire l'armée régulière rwandaise, elle est en RDC, l'armée régulière ougandaise, elle est en RDC. Ce n'est pas un scoop. Alors, donc, parmi les pistes dont vous préconisez qu'on mette hors d'état de nuire ces troupes-là, étrangères, qui envahissent, on va dire comme ça, qui sont sur un terrain étranger pour entretenir le conflit, est-ce que c'est faisable? Ça a l'air utopique, est-ce que c'est faisable aujourd'hui? En 93, si j'ai bonne mémoire, l'Irak avait envahi le Koweït. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une coalition internationale. On a obligé l'Irak de se retirer du Koweït. On l'a vu. Et pourquoi on ne peut pas obliger Kagame de se retirer de la RDC? Mais pourquoi cela ne se fait pas selon vous, depuis lors? Parce que ceux qui sont, c'est ce que je vous ai donné l'exemple de chien qu'on retrouve au-dessus de l'arbre. Celui qui l'a mis sur l'arbre, il trouve d'abord l'intérêt que ce chien reste plus longtemps sur cet arbre-là. J'ai compris, mais là, vous parlez vraiment comme un bantou, comme en Afrique. J'ai compris que le chien sur l'arbre. De manière, parce qu'aujourd'hui, les noms, vous les donnez. Vous le soulignez, c'est vrai, Chalodane et les autres écrivent dessus. Vous-même, vous travaillez dessus. Ça veut dire effectivement que vous avez poursu des éléments pour donc avoir de la paix. Qui a intérêt à ce que Kagame et Museveni soient en RDC? Les États-Unis d'Amérique, par exemple. Le pouvoir a changé aux États-Unis d'Amérique? Ça ne change pas la politique. Les hommes ont changé. Oui. Mais c'est la même politique. Ok, une politique impérialiste. Exactement. Il n'y a pas eu de rupture entre l'Occident et la vision de l'Occident et l'Afrique. Il y a eu permanence. C'est ce que je peux dire. Il n'y a pas eu rupture. Donc, de l'esclavage à la colonisation, à la mondialisation, etc. Aujourd'hui, on invente toujours. Et si on peut parler de mondialisation, Achille Mbembe a posé, c'est-à-dire que quelque part, il y a les mondialisateurs et les mondialisés. Donc, nous sommes dans une logique d'impérialisme qui ne dit pas son nom, mais qui existe toujours. Donc, il y a les intérêts, comme on le dit souvent. Si vous les avez lu, Colette Brackman, dans Les Nouveaux Prédateurs, et je pense que vous avez réussi Patrick Mbeko il n'y a pas longtemps ici à la radio, ce sont des évidences. On parle des évidences. Si vous avez eu, lui, Pierre Payan avec Carnage, vous réaliserez que ça, il y a les intérêts géopolitiques, stratégiques et liés au coltan, on peut le dire, c'est minerais rares, qui sert à l'Occident et qui veut que cette région ne puisse pas trouver sa souveraineté nationale. En résumé, donc, les marionnettistes sont connus de tous, je veux dire au niveau, dans cette sphère-là, et que personne ne bouge le plus petit doigt pour mettre fin à ce cycle de massacre qui a lieu dans l'Est, particulièrement à l'Est de la RDC. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est à qui profite le massacre? Les désordres en RDC, à qui profite? Ce n'est pas aux Congolais, en tout cas. L'instabilité profite donc à ceux qui ont intérêt à ce qui est instabilité. Voilà. C'est-à-dire les marionnettistes, ceux qui exploitent le sous-sol. Il y a double responsabilité. Il y a la responsabilité, le facteur que je dis, les facteurs endogènes et les facteurs exogènes du conflit. Il y a la mauvaise gouvernance. D'abord, de Mobutu, les 30 ans ou les 40 ans de Mobutisme, ont laissé des séquelles sur le Zaïre de l'époque. Maintenant, à partir de ces défaillances, ces malgouvernances du Zaïre, les rébellions, l'Occident en a profité
pour fomenter des rébellions de toutes pièces, en pièces de puzzle, et pour attaquer, envahir la RDC. Et cet agenda a été construit depuis. Ça s'inscrit dans la ligne de mire de l'effondrement de l'ex-Union soviétique et la fin de la guerre froide. Pour vous qui vous rejoignez à nous, que dans ces dernières minutes, il nous reste à peine 2 minutes. Nous recevons ce soir le docteur Abella Boublak Mashimango. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Lyon, auteur de plusieurs livres parmi lesquels Violences et conflits en Afrique dans des grands lacs, Polémologie et géosystémisme, les conflits armés africains dans le système international, transnationalisme ethnique et État dans la Corne de l'Afrique. Aussi, la dimension sacrificielle de la guerre, et c'est sur la martyrologie politique. C'est cet homme que nous recevons ce soir. Il revient d'un terrain de guerre, de conflit, où il est humanitaire, fort, tout à votre honneur. Docteur Abella Boublak Mashimango, en résumé, comment je vous écoute, il n'y a pas de solution parce que ce sont les Américains qui sont derrière. Et puis donc, finalement, combien de temps, la question c'est combien de temps la RDC restera donc victime de cela? Non, il y a toujours solution. On ne peut pas dire elle viendra d'où? De qui? Les Africains même ne se bougent pas. Non, elle viendra des Africains au moment où ils prendront conscience. Parce que je dis... Mais ils ont pris conscience apparemment quand même. Ils ont pris conscience apparemment. Pas encore. Quand on voit ce que fait le président